Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis Florence Touzérieux, je suis titulaire de la chaire Impact Positif et nous sommes ravis de vous embarquer avec, nous aujourd'hui dans le sujet de cette étude stratégie RSE, comment embarquer en interne et dans la durée. On sait que c'est une problématique particulièrement d'actualité et qui manifestement intéresse les gens et les professionnels qui sont dans ces démarches-là, au vu du nombre de téléchargements de l'étude et du nombre d'inscrits à ce webinaire ce matin. Avant, d'aller plus loin, je vais proposer à Laurence Alonso de se présenter ainsi qu'à Mélanie Duguet et puis, nous entamerons la présentation de l'étude ensuite. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Laurence Alonso, je suis la responsable RSE du Crédit Agricole Atlantique Vendée. Et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour apporter un témoignage. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire. On est ravis que vous soyez présents en nombre pour nous écouter. Moi, je suis Mélanie Duguet, je suis sociologue de formation et je travaille au sein de la chaire Impact Positif d'Audencia en tant que chef de projet études et recherche. Merci à toutes les 2. Peut-être, avant d'aller, directement dans l'étude, 2 mots de présentation de la chaire Impact Positif pour que vous sachiez, plus précisément qui est l'émetteur et l'auteur de cette étude. Donc, Audencia École de Management, la chaire Impact Positif est une des chaires de l'école qui a pour vocation de, produire et diffuser de la connaissance sur la question de la RSE au sens large, la transition des modèles économiques vers plus de responsabilité. Et dans le cadre des travaux de la chaire, nous avons, mené donc, cette étude, après une étude l'an passé sur la quête de sens au travail, donc il y avait aussi une suite logique. Et c'est donc cette étude qu'on va vous présenter et illustrer, aujourd'hui. Mélanie, peut-être je te passe Oui, la parole? Oui, tout à fait. Je vais vous mettre le lien dans la conversation de l'étude complète. Ce matin, on ne va pas avoir le temps de s'attarder sur tout l'aspect de méthodologie et du profil des répondants. On va vraiment vous présenter des résultats phares de l'étude. Donc, je vous ai remis le lien dans le chat et vous pourrez aller regarder tout ça en détail. Donc, un des premiers résultats éclairants de notre étude, c'est que les salariés qui ont répondu à notre enquête sont très majoritairement volontaires pour s'engager dans la stratégie RSE de leur entreprise. Ils sont 97% à souhaiter contribuer concrètement à la stratégie RSE de leur entreprise. Donc, on leur a demandé de quelle manière ils souhaitaient contribuer, justement. 59% souhaitent participer à des actions éco-citoyennes type défis numériques, défis mobilité ou encore à des éco-gestes. Ils sont 54% à souhaiter s'engager plus profondément, de manière plus profonde dans la stratégie RSE en transformant l'entreprise ou leur métier. Et ils sont plus d'un tiers à souhaiter être ambassadeurs ou ambassadrices RSE de leur entreprise. Alors, pour revenir un petit peu sur les éco-gestes, si on a fait également des tris pour aller voir un petit peu plus loin qui souhaitait davantage, par exemple, faire des actions éco-citoyennes ou s'engager plus profondément. Et ce qu'il est apparu, c'est que ce sont majoritairement les 18-24 ans qui sont les plus à même de participer à des actions éco-citoyennes, puisqu'ils sont 80% contre les 59% au global, à souhaiter s'engager dans ce type d'action, et également les collaborateurs qui n'ont pas de responsabilité managériale. Ils sont 66% à souhaiter réaliser des éco-gestes notamment. Donc, ce qu'il faut retenir de ce résultat, c'est que les éco-gestes peuvent constituer un levier, un premier levier pour embarquer les collaborateurs et ensuite les amener peut-être à contribuer de manière plus globale et plus approfondie dans la stratégie RSE. Et ce qu'il faut retenir également, c'est qu'il est important de proposer des actions diverses avec des formats et des outils qui sont variés et adaptés à tous les publics de l'entreprise pour donner envie au plus grand nombre de s'impliquer concrètement dans la démarche RSE de son entreprise. Merci Mélanie. On voit qu'on a déjà, un portrait qui est en train de se construire. Bah, peut-être, des questions à Laurence. Nous avons pu observer que les collaborateurs étaient, plus enclins à s'engager dans la démarche RSE via des actions éco-citoyennes ponctuelles. Pouvez-vous nous dire de quelle manière vos collaboratrices et collaborateurs s'engagent dans la démarche, du Crédit Agricole Atlantique Vendée?
Oui, effectivement, Florence. Donc, nous aussi, on a constaté hein, que quand on parle démarche RSE avec les collaborateurs, ce qui émerge spontanément, ce sont les envies de participer aux éco-gestes du quotidien pour ce qui concerne la partie environnement de la RSE et sur les aspects liés plutôt à la qualité de vie au travail pour ce qui concerne le social. Donc, ces dernières années, notre caisse régionale, là, le Crédit agricole Atlantique Vendée, a effectivement cherché à embarquer ses collaborateurs sur la réduction de l'empreinte carbone de ces activités. Et en fait, pour une banque de proximité comme la nôtre, en fait, on a 99% de nos émissions de gaz à effet de serre dans nos portefeuilles d'investissement et de financement, et on en a 1% qui sont liés à l'activité propre de l'entreprise, à son fonctionnement. Et bien que ça ne représente que 1% des émissions, en fait, on a essayé d'embarquer nos collaborateurs sur cette partie-là, sur les éco-gestes, parce que justement, ça parle à tout le monde et que c'est une bonne façon de démarrer. Donc, cette sensibilisation-là, on l'a commencé il y a déjà quelques années, c'était un petit peu avant le Covid. Et on l'a fait de façon assez ludique. Donc, on a participé à des défis mobilité, des animations pendant les semaines du développement durable, ce genre de choses. Et ce qu'on a constaté, c'est que c'est intéressant pour aider à la prise de conscience des collaborateurs, mais comme le disait Mélanie, c'est pas suffisant pour avoir un véritable engagement sur la durée. Donc, ce qu'on a fait après ça, c'est plutôt essayer de définir un objectif clair qui a été validé par la direction, le conseil d'administration. Donc, notre objectif, c'est comme un peu pour tout le monde, hein, c'est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et juste après ça, on a réalisé des bilans carbone. Et à partir de cette base, donc un objectif clair validé par tout le monde et un bilan carbone, on a pu embarquer les collaborateurs en leur disant, vous voyez où on est aujourd'hui, vous voyez où on doit aller. Donc, à partir de là, on peut impliquer, co-construire les actions pour aller vers l'objectif ensemble. Et finalement, ça a plutôt bien marché puisque à date, on a quelques actions porteuses de sens qui ont abouti. On a par exemple obtenu la labellisation relations fournisseurs et achats responsables. On a fait aussi un pilote pour tester si nos collaborateurs, pour leur trajet domicile-travail, basculeraient de la voiture vers le vélo électrique. Donc, on a eu un certain succès pendant ce pilote et là, on est en train de regarder comment on pourrait déployer ça de manière plus massive. Et on a aussi beaucoup travaillé sur le tri des déchets parce que vous imaginez bien, on a 2 sites plus beaucoup d'agences. Donc, c'est une problématique assez compliquée pour avoir quelque chose d'homogène. Donc, on essaye aussi de travailler sur ce sujet-là. Donc, voilà où on en est par rapport à ces actions un peu éco-gestes, mais qui sont en train de basculer vers quelque chose de plus construit et systématique. Donc une démarche qui se construit, qui est largement diffusée aux collaborateurs. Alors, je crois qu'il y a aussi une communauté d'ambassadeurs RSE. Donc c'est aussi une façon de diffuser. Comment ça fonctionne? Alors effectivement, on a non pas une, mais 2 communautés de volontaires au sein de la caisse régionale. Donc, on a une communauté qui s'appelle la communauté des engagés, donc qui travaille avec nous sur le déploiement de la stratégie RSE. Et puis après, on a une autre communauté qui est vraiment dédiée aux éco-gestes. Donc, chacune des 2 communautés, elle est composée d'à peu près 50 personnes, sachant que nous, on est plus de 2000 hein, en termes de salariés. Donc, il y a une cinquantaine de personnes pour la communauté des éco-gestes et la communauté des engagés. Ce sont tous des volontaires qui sont répartis sur les différents sites et les différents points de vente. Et si on prend la communauté des éco-gestes pour faire le lien avec ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est une communauté qui est animée par une personne de mon service, mais qui est relativement autonome dans son mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'ils se réunissent régulièrement, ils décident des actions qu'ils ont envie de mener et puis après, ils les mènent en toute autonomie. Nous, on est là plus pour les accompagner et les appuyer quand ils ont besoin d'aide. Mais globalement, ils fonctionnent en autonomie et ça pour pouvoir et encourager les autres collaborateurs à adopter les éco-gestes. Donc, à titre d'exemple, en 2023, ils ont réalisé une charte des éco-gestes assortie d'un guide détaillé
pour expliquer comment mettre en œuvre l'éco-geste au niveau de sa vie dans l'entreprise. Et donc, ces supports ont été diffusés sur tous les canaux de communication de l'entreprise, bien entendu, donc notamment le réseau social et le SharePoint dédié à la RSE. Et là, en 2024, cette communauté a défini un plan d'animation de ces éco-gestes avec un thème par mois, où on va revenir sur le numérique responsable, la mobilité douce, la gestion des déchets, etc., etc., avec des animations plutôt ludiques, avec des formats qui effectivement changent à chaque fois pour essayer d'entretenir, entre guillemets, la flamme autour de ça. Du côté de la communauté des engagés, alors ça, c'est une communauté de volontaires, mais qui fait partie de la gouvernance RSE de la Caisse régionale. Et cette communauté, en fait, elle a pour mission de déployer en avance de phase des actions qui ont été décidées par le comité de pilotage RSE. Donc, les membres de cette communauté, ils sont à la fois pilotes pour toutes les actions qu'on met en œuvre et ils sont ambassadeurs de la démarche. Donc, c'est une communauté qui a un rôle un peu plus large que celui de la communauté des éco-gestes. Et pour ces deux communautés, on a choisi de donner des mandats d'1 an. Donc, pour renouveler les collaborateurs tous les ans de façon à ce que finalement, on ait de plus en plus de personnes dans l'entreprise qui puissent porter nos démarches et nos actions au sein de l'ensemble du corps social. Voilà. Merci beaucoup. Autre grand résultat de notre étude, on a souhaité interroger les collaborateurs, les collaboratrices et quelques dirigeants aussi. Et l'idée, c'était de trouver des leviers finalement pour embarquer le plus de collaborateurs et collaboratrices possible. Et ce qui est ressorti comme résultat, c'est que le plus important, c'est d'informer régulièrement, concrètement sur les actions de manière vraiment régulière et par différents canaux de communication et de sensibiliser les collaborateurs et les collaboratrices aux enjeux sociétaux et environnementaux. Donc, on connaît notamment les ateliers thématiques autour des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, tout ce qui est fresque également. Et on s'est aperçu que finalement, la formation à la RSE, c'est important, mais ce n'est pas forcément primordial. Vous pouvez le voir dans le graphique que je diffuse. Finalement, c'est vraiment l'information et la sensibilisation qui priment. Et également, le fait d'avoir un engagement sociétal ou environnemental au préalable, personnel, ce n'est pas forcément décisif non plus. C'est important, mais ça ne va pas forcément être rédhibitoire. Donc, en tant qu'entreprise, vous pouvez embarquer le plus grand nombre. L'idée, c'est vraiment d'informer, de sensibiliser avant tout et de communiquer de manière transparente. Ça, c'est vraiment important et régulière également. Et de varier, encore une fois, tout à l'heure, on parlait de varier les outils pour embarquer. Là, l'idée, c'est aussi de varier les formats et les canaux de communication pour réussir à toucher le plus grand nombre de collaborateurs et de collaboratrices en interne. Donc, en tant qu'entreprise, vous pouvez mobiliser le plus grand nombre vraiment en informant et puis en sensibilisant et de manière régulière. Autre grand sujet, c'était d'aller creuser les attentes qu'ont les collaborateurs et les collaboratrices pour s'engager dans la stratégie RSE de leur entreprise. Donc, ce qui ressort comme premier résultat, c'est d'avoir du temps dédié pour pouvoir s'investir sur le temps de travail. 55% des répondants ont parlé de ce temps dédié. La seconde clé, c'est vraiment d'intégrer la RSE dans l'activité et le métier au quotidien des salariés. Et enfin, le soutien du manager et de la direction. Donc, quand on creuse un petit peu et qu'on regarde en fonction des catégories d'âge, on voit que ce sont les 18-34 ans qui constituent la catégorie d'âge qui est le plus en attente de temps dédié pour s'investir sur le temps de travail. Ils sont 73%, alors qu'au global de tous les répondants, on est à 55%. Donc, ce résultat-là, il peut s'expliquer par le désir d'une meilleure conciliation des temps de vie entre vie professionnelle et vie personnelle. Ça peut s'expliquer par un désir de temps personnel, par des contraintes familiales, etc. Les collaborateurs aussi qui n'occupent pas de fonction managériale sont davantage en attente de temps dédié pour pouvoir s'investir. Ils sont 62% contre 50,5% pour les managers intermédiaires et 44% pour le top management, donc le comité de direction notamment.
sont les jeunes, les 18-24 ans qui sont fortement en attente, eux, de reconnaissance des compétences qu'ils vont développer dans leur implication, dans le cadre de leur implication dans la démarche. Et ça, c'est un résultat qui rejoint un résultat de notre précédente étude qu'a cité Florence en introduction de ce webinaire sur la quête de sens au travail. Alors, c'est sans grande surprise, hein, puisque forcément, ce sont des collaborateurs qui arrivent sur le marché du travail, mais ça fait partie vraiment des critères importants pour le choix de leur emploi. Et enfin, dernière catégorie qui est davantage en attente, elle, de soutien du manager, des managers et de la direction, ce sont les salariés qui travaillent dans une PME. Et donc, pour eux, c'est important d'avoir le soutien du manager et de la direction pour pouvoir s'engager dans la démarche RSE dans la durée. Ils sont 62% contre 45% au global. Donc, on comprend bien la nécessité d'intégrer vraiment la question de la RSE au quotidien et au métier et que la RSE ne soit pas une couche supplémentaire et étanche par rapport à ce qu'on fait habituellement. Et en effet, on voit aussi que l'entreprise est attendue comme étant un lieu où on va pouvoir finalement s'engager dans la RSE avec une valeur ajoutée professionnelle. Donc, Laurence, est-ce que ça se vérifie au sein du Crédit Agricole? La question du temps dédié, évidemment, est une vraie question et sans doute une clé. Et puis aussi la question des objectifs, parce que c'est demander des choses en plus à ses collaborateurs. Bah, on sait qu'on est aussi un peu jaloux de notre temps et qu'on va aller en tant que collaborateur là où on est aussi évalué. Mmh. Tout à fait, ça se vérifie, très bien chez nous, Florence, que ce qui vient d'être dit, puisque nous, finalement, dans un premier temps, on a eu une démarche assez structurée, pour, communiquer, aux collaborateurs la stratégie RSE qui a été, définie pour la caisse régionale. On a commencé par les managers, ensuite les équipes et une fois qu'on a fait ça, on s'est dit, «Il faut absolument qu'on arrive à changer de paradigme pour que, la RSE passe d'une affaire de quelques experts au siège à l'affaire de tous». Donc effectivement, il faut que ça rentre dans le métier de chacun et que ça ne devienne, pas un métier, d'expertise, mais vraiment, quelque chose qui se diffuse partout. Et pour ça, en fait, on a profité, fin 2022 de la définition du plan d'action, annuel 2023 pour demander à chaque direction de l'entreprise de définir sur son périmètre de responsabilité des actions RSE, sur, les engagements qui avaient été priorisés pardon, par le comité de direction. Parce qu'en fait, on a, 19 engagements dans notre stratégie RSE et on a demandé à notre comité de direction pour, 2023 et 2024, on leur avait demandé de les prioriser pour qu'on puisse avoir une meilleure, capacité d'action et qu'on puisse vraiment monter des marches, parce que 19 engagements, ça fait beaucoup et il pouvait y avoir de la déperdition. Donc, là, on s'est concentré finalement sur, les 6 engagements qui ont été priorisés par le comité de direction, dont la plupart tournaient autour de l'environnement puisque c'est sur ce sujet-là où on était, le plus en retard par rapport, aux autres engagements. Et en fait, cette façon de travailler, ça a permis de construire un plan d'action. Donc on a 45 actions qui sont à réaliser sur 2 ans, donc 2023-2024. Et ça a vraiment permis, cet exercice-là, d'engager l'ensemble des directions et l'ensemble des collaborateurs, puisque les plans d'action, ils ont été co-construits avec les collaborateurs. Ce qui fait que, bon, on a bien lancé ce sujet-là à un moment donné, donc début 2023 et après on est revenu très régulièrement auprès des collaborateurs sur l'avancée des actions. On continue à le faire, hein, puisqu'on est au milieu, du gué là, si on peut dire et je dirais que toutes les occasions sont bonnes. Il faut absolument communiquer dès que possible. Ça doit faire partie finalement des grands sujets sur lesquels on revient tout le temps. Donc on y revient en réunion manager, dans tous les événements, collectifs qu'on peut avoir. On a aussi une web TV, donc on fait souvent, soit la minute RSE, soit des petits, reportages, pour, la web TV. On a des podcasts qu'on essaye de faire régulièrement, un peu comme une série qui avance et on a, bon, plus classiquement des bagages d'informations à démultiplier dans les réunions d'équipe où, on revient sur, les avancements et ce qu'on attend des collaborateurs pour continuer, à progresser. Donc, voilà comment
on a essayé de maintenir une information constante pour essayer d'engager sur la durée, là, pour le coup, hein, parce que c'est vraiment la durée qui est visée. Après, pour ce qui concerne du coup le fait d'avoir des objectifs, hein, c'était ça la deuxième question. Pour ce qui concerne les objectifs, alors on n'y est pas encore. C'est-à-dire qu'on a certains collaborateurs dans la caisse régionale qui ont des objectifs RSE. En fait, on en a de deux types, hein, il n'y en a pas encore beaucoup. Il y a les personnes qui travaillent au niveau des immeubles qui ont des objectifs, notamment pour mettre des ombrières sur nos parkings en lien avec la réglementation. Et il y a aussi nos conseillers immobiliers qui, ça y est, ont des objectifs pour accompagner et encourager nos clients à rénover leur logement pour économiser de l'énergie et émettre moins de gaz à effet de serre. Donc, on est au début de l'histoire, mais c'est déjà pas mal. On a déjà une petite partie de nos collaborateurs qui a des objectifs vraiment précis sur le sujet. Après, sur ce qui est du temps dédié pour travailler sur la RSE, à partir du moment où les actions RSE font partie du plan d'action annuel des directions, bah, les collaborateurs l'intègrent dans leur plan de charge finalement. Mais donc théoriquement, hein, ils ont du temps dédié pour travailler là-dessus puisqu'ils ont priorisé ces actions-là. Mais ce qu'on constate quand même, c'est que, on va dire, le business as usual revient de manière un peu systématique au premier plan et que finalement nos actions RSE, elles ne sont pas encore suffisamment priorisées pour qu'on puisse avancer vite. Mais par contre, on voit bien que les choses ont évolué par rapport à la situation précédente, mais ça évolue encore lentement. Florence, ton micro? Bah, pardon, j'ai pas Merci. entendu. Merci Ah, Ameline, mon micro était coupé. Oui, je disais que l'illustration de Laurence est tout à fait intéressante parce que ça montre bien la situation de pas mal d'entreprises aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec la chaire, on accompagne les entreprises dans ces sujets-là depuis 10 ans. Il y a 10 ans, la nécessité, c'était plutôt de faire comprendre pourquoi il fallait aller vers la RSE. Et puis depuis, il y a des belles stratégies mises en place, il y a des compétences. On voit bien que tout cela est en marche, mais qu'il y a un certain nombre de points de blocage et que ça ne fonctionne pas toujours comme on le souhaiterait. Donc, l'idée de cette étude, elle est aussi vraiment d'aller identifier ces éventuels points de blocage pour que la stratégie RSE percole dans l'entreprise. Et voilà, tu évoquais le business as usual. Et puis, en effet, on avance, on chemine tous les uns et les autres sur ces questions-là. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant d'aller mieux comprendre la question de l'intégration et les objectifs notamment et le temps dédié. Voilà, comment on peut embarquer les collaborateurs. Je crois que tous les collaborateurs ou quasiment ont fait une fresque du climat, par exemple. Oui, effectivement. Alors sur la partie sensibilisation et formation, on a effectivement fait une action de masse. C'est-à-dire qu'au niveau de la sensibilisation, on a d'abord embarqué les managers, comme je vous le disais, donc les 220 managers de la caisse régionale, hein, et on avait deux outils. On avait un outil assez court, mais qui est intéressant pour commencer à sensibiliser, qui s'appelle Inventons nos vies bas carbone. Et après, donc l'outil un peu phare, donc, qui est la fresque du climat. Donc l'un comme l'autre hein, sont des outils qui mettent les collaborateurs en action pour à la fois faire le constat de la nécessité d'agir et de l'aspect systémique finalement du changement climatique et qui permet aussi dans le même temps de commencer à ébaucher un plan d'action. Donc sur ma vie bas carbone, c'est un plan d'action plutôt personnel. Sur la fresque, on peut travailler déjà sur le plan d'action au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est quand même intéressant de travailler comme ça. Une fois qu'on a embarqué les collaborateurs, donc les 220 ont fait la fresque, on l'a fait aussi avec notre conseil d'administration, on a fait valider par la direction que la fresque devait être réalisée par l'ensemble des collaborateurs. Donc c'est un plan d'action sur plusieurs années, hein, parce que nous sommes beaucoup, mais à date, on a déjà passé 450 collaborateurs, on devrait arriver à 900 à la fin 2024. Donc finalement, ça
ça permet d'avoir tous la même base pour pouvoir C'est commencer ça. à travailler. Donc ça c'est vraiment bien pour sensibiliser à l'aspect climatique. Après, en complément, on a aussi formé. Alors là, on n'est plus sur de la sensibilisation, mais plus sur de la formation. Donc, nos collaborateurs sur des thématiques métiers précises, hein, parce qu'on a quand même des choses assez pointues à appréhender, hein, comme par exemple la finance durable. Donc ça, c'est des choses relativement pointues. La prise en compte des risques climatiques dans le métier de banquier, donc ça aussi, hein, banquier assureur, et tout ce qui tourne autour des transitions agricoles. Donc ce type de formation, on a la chance d'avoir un institut de formation au Crédit Agricole, donc il nous met à disposition des modules qui soient en présentiel et en e-learning sur ces sujets-là. Donc ça nous permet de faire monter en compétences les collaborateurs. Et enfin, un dernier sujet intéressant qu'on a mis aussi en place, on a créé un parcours RSE certifiant avec d'ailleurs Audencia, en partenariat avec Audencia et avec l'Institut de formation du Crédit Agricole pour former des ambassadeurs. Donc ça, c'est un parcours qui dure 6 mois. Donc la première promotion a démarré fin d'année dernière, donc c'est une quinzaine de personnes là qui sont en train d'être formées, qui ont bientôt terminé. Et on a fait le choix de prendre les responsables de marché et des chargés d'affaires. Donc ça, je vous dis ça parce que ça montre finalement le fait qu'on est passé de finalement, on travaille la RSE plutôt en interne avec la réduction de l'empreinte de fonctionnement, avec les aspects qualité de vie au travail, à quelque chose qui maintenant va vers l'extérieur puisque on est en train de regarder comment on va accompagner nos clients à faire leur propre transition. Mmh. Oui, c'est tout à fait intéressant. On voit qu'il y a plusieurs niveaux, sensibilisation, formation. La base, c'est vraiment un socle commun parce que finalement, nous avons tous à titre personnel aujourd'hui des connaissances plus ou moins fines sur les problématiques RSE, que ce soit environnementales ou sociales d'ailleurs. Et c'est bien à un moment donné de faire un commun dans l'organisation et puis d'aller chercher des expertises plus particulières en fonction des métiers. Donc, on voit là petit à petit se dessiner l'essentiel des recommandations qu'on peut faire, hein. C'est évidemment pourquoi on va avancer dans une démarche RSE, c'est co-construire pour impliquer, c'est intégrer dans les métiers, c'est communiquer en permanence avant, pendant, après et de manière variée pour toucher tous les collaborateurs, y compris ceux qui sont sur le terrain. Et puis le dernier point, et pas des moindres, c'est un chiffre un peu important puisque pour 90% des répondants, la question de l'exemplarité est venue donc très fortement impacter ce sujet, exemplarité et incarnation de la démarche RSE par les instances de gouvernance. Donc, on voit qu'il y a un vrai besoin de comprendre que la démarche RSE, elle arrive dans une conviction et une décision fortement incarnée et pas uniquement pour faire comme les autres. Donc, on sait que les interviewés ont insisté beaucoup sur ces sujets-là. Peut-être un point là-dessus aussi, Laurence, avant de passer aux questions. Absolument, hein, je pense qu'effectivement, l'exemplarité, c'est fondamental. En fait, comme c'est un sujet de transformation, le fait d'intégrer la RSE dans chacune de ces décisions, hein, finalement, il faut que ce soit porté par la direction et qu'il montre l'exemple. En tout cas, dans des entreprises, des grandes entreprises comme la mienne, c'est vraiment fondamental qu'il y ait une exemplarité depuis le haut de la pyramide jusqu'en bas pour que ça fonctionne vraiment. Après, ce qu'on voit, c'est que c'est au moment où on doit commencer à faire bouger le modèle économique que là, on sent des freins, hein, finalement. Tant qu'il s'agit de prendre des décisions collectives sur la réduction de notre empreinte de fonctionnement, on y arrive et même la direction participe. Ce sont des arbitrages qui touchent pas le cœur de métier, mais par contre, quand il s'agit de toucher au modèle économique, on voit bien que là, il y a des freins encore à lever. Et il y a à s'assurer de la pérennité de l'entreprise avec ces nouveaux critères de décision. Donc, ça prend plus de temps et ça demande de la conviction et ça demande de travailler sur la durée. Voilà. Donc, je pense que ça va dans le bon sens, mais il faut continuer à œuvrer et à travailler ces sujets-là, notamment auprès des comités de direction et des conseils d'administration, parce que c'est là que l'exemple va être fondamental.
Et donc les questions de pérennité et de performance vont être Oui, au cœur des sujets là. absolument, Heu, oui. Merci beaucoup Laurence. On peut peut-être maintenant, aller voir les questions qui nous ont été posées ou prendre quelques réactions. Oui, on a pas mal de questions qui s'adressent à toi, Laurence, Oui, notamment sur la stratégie RSE oui. du Crédit Agricole. Donc, on a une première question. Dans le plan d'action du Crédit Agricole, une personne demande il n'y a donc pas d'action sur les 99% d'émissions du poste finance ou de telles actions sont envisagées dans un second temps. Et on nous demande aussi quels sont les axes et actions sur les droits de l'homme, la gouvernance, l'impact territorial et la loyauté des pratiques. OK, donc ça fait beaucoup de questions. Alors je vais Ouais, reprendre la première je du peux coup. te la redonner si tu le souhaites. Oui, alors la première, je l'ai bien en tête. Donc du coup, la première effectivement sur, la réduction, donc de l'empreinte carbone des investissements et des financements. On a, démarré, des travaux, assez massifs sur le sujet. Là, en fait, hein, je vous ai expliqué comment on a commencé à embarquer les collaborateurs, mais on ne s'est pas arrêté à l'empreinte de fonctionnement, bien au contraire. Ça a été juste un tremplin pour pouvoir aller travailler sur, le cœur, du métier du banquier, à savoir travailler sur la réduction de l'empreinte de nos financements. Donc là, on a commencé une démarche qui a consisté à reprendre nos bases de financement et à essayer de regarder quels étaient les secteurs d'activité qui émettent le plus. Et pour une banque comme la mienne, en fait, on constate que les émissions de gaz à effet de serre, finalement, ils sont dans 5 grands secteurs. Donc, il y a l'immobilier résidentiel, l'immobilier commercial, l'agriculture, le financement de l'électricité et la mobilité, donc les prêts liés aux véhicules. Donc, sur ces 5 secteurs, on a fait tout un travail pour essayer d'approcher ce que sont concrètement nos émissions de gaz à effet de serre et on a identifié les leviers qui sont à notre portée pour pouvoir agir là-dessus. Et on est en train de mettre ça en musique pour que tous les conseillers, petit à petit, puissent accompagner leurs clients pour les aider à faire leur transition et en particulier à les financer. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Alors après, l'autre question, Mélanie, c'était C'était sur quels axes ou actions sur les... Enfin, en tout cas, quelles actions vous menez sur tout ce qui est droits de l'homme, la gouvernance, l'impact territorial et la loyauté des pratiques. d'accord. Donc là, le Crédit Agricole travaille depuis très longtemps sur ces sujets-là et on est en tant que banque, extrêmement contrôlée par rapport, à tous ces sujets-là. Donc, on a bien dans notre stratégie RSE des engagements liés à la loyauté, et ce genre de sujets. Hem et disons qu'on a mis en pratique depuis, toujours, des formations, des contrôles de premier niveau, deuxième niveau. Donc là, on est vraiment paré parce qu'en fait, le secteur bancaire est très, suivi sur ces sujets-là. Donc du coup, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui était déjà en place et qu'on continue à améliorer, au fur et à mesure des années. Mais je peux pas dire que ça ait nécessité un embarquement parce que, c'est natif en fait, chez nous. Pour ce qui est, du territoire, bon, le Crédit Agricole, c'est une banque, coopérative et mutualiste. Donc, il se trouve que notre modèle intègre des parties prenantes de façon native et qu'on a, en plus des caisses, des agences, on a des caisses locales, donc, qui sont, finalement, portées par des élus et qui vont, mener des actions sur le territoire pour justement développer l'économie, développer le milieu associatif, enfin qui ont un vrai rôle pour essayer de tisser un réseau d'entreprises et d'associations qui soit le plus vivant possible sur l'ensemble du territoire de la caisse régionale. Donc ça, c'est déjà intégré à notre modèle. Donc là, c'est pareil, on continue les actions qui ont été menées depuis toujours, mais on ne peut pas dire que ce soit une inflexion puisque c'est dans notre modèle de banque mutualiste. Merci Laurence. On a encore des questions qui te concernent, qui sont pour toi.
On nous demande si vous avez mis en place des grilles d'impact sur les métiers et les compétences pour Je suis mettre en désolée, œuvre la Mélanie, je ne t'entends plus. Ah mince. Ah, voilà, ça y est, c'est mieux. Tu m'entends? Oui, ça y est, je t'entends. Ok. Une personne demande si vous avez mis en place des grilles d'impact sur les métiers et les compétences pour accompagner la transformation RSE, mettre en Oui. place et accompagner la transformation RSE et si oui, comment? Ouais. Alors, on n'a pas encore fait ça de manière massive. On l'a fait que sur les métiers qui sont déjà embarqués. Donc, ça va concerner, comme je le disais, les responsables de marché, les chargés d'affaires. Donc là, on est en train de travailler avec la RH pour essayer d'intégrer ça dans les fiches de poste et dans les compétences qu'il va falloir avoir pour tenir un poste. Mais ce n'est pas encore complètement formalisé, c'est un travail qui est en train de démarrer simplement, hein. Donc j'ai pas beaucoup de Ok. recul encore par rapport à ça. Ok. On a une autre question qui est semblable à celle-ci, mais qui est est-ce que ce sont les RH qui désignent les fonctions et les descriptifs de fonctions en y intégrant les dimensions RSE? Pour les métiers, j'imagine, qui sont intégrés à la transformation. Ouais. Alors ce ne sont pas du tout les RH tout seuls, hein, puisque, quelles que soient les compétences qu'on doit mettre, pour, enfin ou qu'on doit consigner pour, un poste, en fait, ça se fait, en étroite relation entre, la RH et le métier. Donc, les fiches de poste, le recensement des compétences, n'est pas fait, seulement par les RH, mais, avec le métier. Donc c'est quelque chose qui est, co-construit. Ok. La RH apporte le cadre, mais globalement, c'est le métier qui apporte le fond. Et il y a une question aussi sur l'aspect reconnaissance des compétences acquises quand on participe justement à la transformation. Mmh. Et donc, les personnes demandent s'il y a une mise en application au sein du Crédit Agricole. Alors là, en toute transparence, on est peu avancé encore sur ce sujet-là. Il y a que, le parcours RSE dont je vous parlais tout à l'heure qui est certifiant, donc qui va permettre aux personnes qui vont l'avoir fait de partir vraiment avec une certification qu'ils pourront réutiliser. Pour ce qui est, des autres, montées en compétences qu'on a réussi à faire jusque-là, c'est pas encore le cas. Merci. Et on a une question qui porte sur l'acculturation et l'accompagnement des décideurs dans la démarche et l'importance d'avoir une stratégie ambitieuse. Donc, comment est-ce que vous, au Crédit Agricole, vous accompagnez et acculturez justement les décideurs? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les décideurs ont été, les premiers à faire les fresques du climat, à faire les modules de formation. Donc, au niveau du groupe, on a en plus des formations qui sont vraiment dédiées aux dirigeants. Donc, ils ont, vraiment un embarquement, spécifique, sur Ok, le sujet, bon, qui est pas propre à ma caisse régionale, mais qui est propre au groupe Crédit Agricole et dont on bénéficie. Donc, ils sont embarqués au même titre que les autres collaborateurs, mais en avance de phase. Donc, on commence par eux et après on décline pour qu'il y ait vraiment une parole qui soit portée aussi au fur et à mesure de l'acculturation des différentes, strates de l'entreprise. merci. On a une question aussi au sujet de l'animation de la démarche RSE. Mmh. On nous demande, donc au niveau des bénévoles qui sont engagés dans la communauté des ambassadeurs, Mmh. est-ce qu'ils ont du temps détaché pour cette fonction ou est-ce que ça fait partie de leur temps libre? C'est pas vraiment du temps dédié. Ils n'ont pas de temps dédié officiellement. Ils le font, sur le temps de travail, hein, mais ça vient en plus de ce qu'ils ont à faire, par ailleurs. Il n'y a pas de temps OK, dédié à ça, de façon officielle. très bien. Après ça reste une participation, relativement, légère en termes de temps, hein, parce que, c'est plusieurs rendez-vous dans l'année, mais il n'y a pas de gros travaux, qui impactent vraiment leur plan de charge et en plus, sur la communauté des engagés, plus particulièrement, en général, on leur demande de participer à des pilotes, mais qui concernent leur métier. C'est-à-dire que si vous êtes, conseiller immobilier, on va vous faire travailler sur la rénovation énergétique, on va pas vous faire travailler sur l'empreinte de fonctionnement. Si par contre vous êtes aux Mmh. immeubles, on va peut-être travailler plus sur,
la partie empreinte de fonctionnement, parce que c'est celle-là qui sera mise en application dans le métier. Donc, c'est pas non plus complètement décalé par rapport à ce qu'ils ont à faire dans leur propre sur leur poste en fait. Très bien. On va peut-être prendre une ou deux dernières questions pour réussir à tenir le timing. Donc, on a une question qui porte sur le reporting et qui s'adresse à toi, Laurence. Oui. Avec quels outils vous mesurez et pilotez les actions et quelle est la fréquence de ce reporting? Alors, j'ai un outil qui s'appelle Tembo Tool, qui est un outil qui est distribué par R3, donc voilà, qui est un référentiel, en fait, qui est un référentiel des actions RSE qu'on peut paramétrer, donc avec les engagements, les actions qui servent les engagements, et on a la possibilité de suivre l'évolution de la mise en place de l'action. Donc, c'est quelque chose qui peut être piloté en centralisé au niveau de l'équipe RSE, ou en décentralisé quand on est un petit peu plus mature. Il y a moyen, enfin c'est un workflow, donc on peut demander aux porteurs d'actions de venir mettre à jour les fiches actions sans problème. Donc c'est un outil qui est plus simple qu'un outil de gestion de projet, qui permet vraiment de gérer le référentiel et d'alimenter par exemple un copil RSE ou un codir RSE. Donc nous, on a des comités de pilotage RSE très régulièrement, tous les mois et demi à peu près. Donc là, on vient faire un point très précis sur où on en est sur chacune des actions. Voilà, donc j'ai vu passer une question, c'est Tembo Tool, je vais vous écrire ça dans le chat pour que vous ayez le nom. Merci. Je vois qu'il y a aussi une question qui m'est adressée sur l'importance de la reconnaissance des compétences acquises, compétences RSE acquises par les salariés. Est-ce qu'on a des exemples? Exemple de reconnaissance, ça peut notamment être une reconnaissance salariale via une prime, une augmentation, ou même de pouvoir avoir une formation, bénéficier de formation. Après, ça peut être tout type de reconnaissance RH, mais c'est les exemples vraiment qui me viennent à l'esprit. N'hésitez pas d'ailleurs à préciser votre question, enfin la question que je cite là, vous pouvez ouvrir votre micro bien sûr si vous en avez envie pour préciser la question. Et peut-être une dernière question. Est-ce que du mécénat de compétences a été mis en place au sein du Crédit Agricole ou du Crédit Oui, Agricole Atlantique Vendée? alors on a un début d'accord sur le sujet, mais c'est pas encore déployé massivement, hein. Pour l'instant, on est au début du partenariat, donc voilà, ça démarre. OK, très bien. Je pense qu'on a fait le tour. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais voilà, si on veut terminer à temps. Après, n'hésitez pas à nous recontacter, même pour poursuivre les échanges par mail ou autre. N'hésitez pas à nous recontacter. Très bien, on arrive donc au terme du temps qu'on avait prévu de consacrer. Merci beaucoup, Laurence, pour d'avoir accepté de partager, de témoigner avec beaucoup de sincérité et de transparence sur la façon dont vous travaillez. Merci beaucoup, Mélanie, pour la présentation et Ameline pour la modération. Avec plaisir, bien sûr, de continuer les échanges pour celles et ceux qui le souhaitent, et en vous souhaitant une belle poursuite de journée. Et Merci juste pour beaucoup à tout répondre le à une monde. question, on ne va pas vous envoyer les slides, mais vous pouvez télécharger notre rapport et les chiffres sont issus de ce rapport, donc vous pourrez retrouver toutes ces informations et on vous enverra le replay dans la semaine également. Merci, au Merci à revoir. toutes et tous.